Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé de ProRussia.tv. Vous avez été très nombreux à nous manifester votre soutien. Près de 50 000 emails nous sont parvenus, nous demandant de continuer le travail commencé avec La Voix de la Russie, partenaire financier qui nous permettait de réaliser cette web télévision. Merci pour ces témoignages d'amitié que nous n'avons pas encore tous lus tant ils sont nombreux, mais nous vous le promettons, ce sera fait et nous répondrons à vos demandes particulières. La radio d'État, La Voix de la Russie, ayant été dissoute, comme nous vous l'expliquions la semaine dernière, nous devions cesser nos émissions faute de financement. Mais l'émotion soulevée par cet arrêt un peu brusque a été entendue par certaines personnalités russes et françaises qui ont entrepris des démarches pour que de nouveaux partenaires financiers nous soutiennent. En attendant la mise en place de ces partenariats, nous travaillons sur nos fonds propres et votre soutien financier. Vos dons ont permis qu'il n'y ait pas d'interruption immédiate des émissions, d'où notre présence aujourd'hui pour ce rendez-vous hebdomadaire en français qui vous présentera les actualités russes, françaises et internationales sous l'angle de la réinformation. Contrairement à une vision tronquée et manichéenne de l'information délivrée par le mainstream médiatique français, nous nous efforcerons de vous faire percevoir que la vérité n'est jamais tout entière du même côté. Au sommaire de cette édition, ce n'est pas un changement de gouvernement, c'est un jeu de chaises musicales. Arnaud Montebourg était-il trop préoccupé des intérêts français pour avoir le droit de gérer le commerce extérieur? Pétrodollar, combien de morts faudra-t-il encore pour que l'économie américaine survive? Dimitri Kisseliev, le seul journaliste au monde interdit officiellement de travail en Occident. L'Europe digérée, la Russie trop résistante, c'est désormais vers l'Asie que se tournent les appétits américains. L'Ukraine n'en finit pas de sombrer, la population est victime des fous qui ont pris le pouvoir après les émeutes de Maïdan. À l'issue des résultats des élections municipales qui se sont avérées être une cuisante défaite pour la majorité présidentielle, les Français qui ont complètement désavoué la politique menée depuis 2 ans par l'équipe de François Hollande n'ont toujours pas été entendus. Pouvait-il en être autrement? Prévoyant les résultats en raison de l'impopularité historique du président français et de son équipe gouvernementale, la rumeur d'un possible remaniement planait dans l'air de la Hollandie depuis plusieurs semaines. Ultime avatar d'une communication présidentielle dont les Français se moquent comme de leur première chemise. Dans une période relativement courte, en moins de 2 ans, l'administration socialiste a réussi l'exploit de détruire tout espoir, même parmi ses propres partisans. Nombre d'entre eux espéraient que M. Bricolage et ses collègues ne mèneraient pas de politique antisociale pire qu'un gouvernement de droite. Eh bien, ils ont eu tort. Le gouvernement socialiste était bien pire que le précédent pour ce qui fut de mettre en place des mesures d'inspiration néolibérale directement imposées par Bruxelles. Les pseudo-forces de progrès n'ont fait que servir à leur tour de chambre d'enregistrement, mais avec plus de zèle encore que n'en témoigna le gouvernement précédent. Le changement de Premier ministre ne signifie qu'une seule chose aux yeux de la population française. Plus ça change, plus c'est pareil. Rien ne bougera vraiment dans l'univers de Flamby, sauf les gesticulations habituelles. Car, à vrai dire, ce n'est pas tant le gouvernement que le président lui-même que les Français aimeraient voir partir. Avec Ayrault, la France allait dans le mur du pas d'un veau nonchalant. Avec Valls, elle ira aussi dans le mur, mais au pas de charge d'un bœuf dopé aux hormones qui se prend pour un taureau de combat. De l'aveu même du président Hollande, l'équipe précédente n'était pas assez offensive, autrement dit, pas assez efficace. Il a donc changé le gouvernement. Enfin, c'est beaucoup dire, car à part le départ de Ayrault, il était quand même difficile de le recycler, et de Peillon, qui a trop joué avec la réserve électorale socialiste qu'est la fonction publique de l'éducation nationale, tous les ministres d'Ayrault sont là, à des postes différents, mais tous sont là, sauf ceux qui aspirent à d'autres fonctions lucratives comme les ministres Verts ou Moscovici. Pas un n'a été sanctionné pour l'absence totale de résultats qui les a tous caractérisés. Ce nouveau gouvernement resserré ressemble donc comme un frère jumeau au précédent. Difficile de faire renaître l'espoir, même s'il devait être à l'image médiatique du nouveau Premier ministre, grand spécialiste de la com, soi-disant plus combatif et donc plus efficace que le précédent. Est-ce à dire que pendant 2 ans, la même équipe n'a eu pour autre résultat que d'enfoncer le pays et de diviser la population? Et combatif envers qui? Bruxelles? Alors que depuis 2 ans, les mêmes ne font que soumettre encore plus la France au diktat de la Commission européenne ou de l'Allemagne? Contre le monde de la finance? Vaste blague qui ne fait plus rire personne, à
part les financiers et les banquiers. Les résultats du chômage, comme le constat de l'impuissance de l'État, sont là pour en témoigner. Reste le peuple français lui-même qui subit depuis plus de 2 ans l'arbitraire d'un gouvernement sectaire, coupé de sa population et qui reste sourd aux appels de son propre camp. Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Intérieur, a donc été chargé de développer un pacte de solidarité. Le premier pilier est l'éducation et la formation des jeunes, le second porte les garanties sociales et la priorité de santé, le troisième promet la croissance du pouvoir d'achat des citoyens français, accompagné par des réductions d'impôts en 2017 et avec une baisse rapide des cotisations versées par les travailleurs. Des promesses qui n'engagent que ceux qui pourraient y croire. De moins en moins de monde quand même. On se demande de quelle marge de manœuvre dispose réellement le nouveau Premier ministre qui n'a visiblement même pas pu choisir les membres de son gouvernement. Il n'a même pas la crédibilité qu'auraient pu lui apporter ses fonctions de ministre de l'Intérieur puisque les chiffres de la délinquance ont explosé. L'État va devoir faire face à des mesures d'austérité de plus en plus contraignantes et le gouvernement aura beau jeu de se retourner contre les municipalités qui viennent d'échapper à la majorité présidentielle pour en supporter le plus gros de l'effort. Comme la ville d'Évry, par exemple, dont Manuel Valls fut le maire. Parachuté parisien, il n'a eu de cesse de se servir de la commune comme d'un tremplin personnel et a laissé la ville dans un état d'endettement catastrophique malgré un matraquage fiscal qui tenait plus du racket que de la gestion. On se demande d'ailleurs si Manuel Valls, le toréador de la place Beauvau, le Torquemada de la liberté d'expression, gazeur d'enfants à 16 heures, dont les ambitions présidentielles sont connues de tous, n'est pas devenu prisonnier de sa propre image volontariste et n'a pas été contraint d'accepter le poste ingrat de devoir assumer les échecs à venir. Même équipe, mêmes incompétences, mêmes insuffisances, même sectarisme. Sans être visionnaire, on peut lui prédire les mêmes échecs. Ce fut la seule péripétie de cette semaine après l'annonce de la composition du nouveau gouvernement Valls à qui allait appartenir le secrétariat d'État au commerce extérieur. À ma gauche, Laurent Fabius, numéro 2 du gouvernement désormais, toujours aux affaires étrangères et toujours étranger à la subtile diplomatie. On ne sait pas trop quels intérêts il sert, mais certainement pas ceux de la France. À ma droite, si l'on peut dire, Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, n'ayant rien redressé ni produit, désormais ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique. Finalement, Valls a tranché et comme il se doit, il a pris la plus mauvaise décision en donnant le commerce extérieur à Laurent Fabius. C'est une décision purement politicienne. Déjà, ce secrétariat d'État devrait être détenu par Fleur Pellerin, discrète ministre déléguée en charge des PME, de l'innovation et de l'économie numérique dans le précédent gouvernement. Elle avait la particularité d'être l'une des rares, sinon la seule ministre appréciée des professionnels et des dirigeants de PME-PMI de ce secteur d'activité sensible, à tel point qu'une pétition de ses patrons circule en ce moment pour qu'elle garde la maîtrise de ce poste. Les exemples de réussite étant si nombreux dans le gouvernement Ayrault, elle a bien sûr été dégagée. Mais comme elle représente une minorité visible, ses compétences passant au second rang, il est nécessaire de la recaser pour ne pas donner l'impression de s'en prendre à la seule ministre d'origine asiatique, la première dans l'histoire de la République d'ailleurs. Elle sera donc recasée mardi comme simple secrétaire d'État au commerce extérieur. Tout cela pourrait paraître anecdotique, mais pas en France. La diplomatie française a été l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande du monde. Des rois, des républiques ou des empires, les missions diplomatiques françaises ont rayonné partout dans le monde. C'était une école, un réseau, une indépendance et une référence. Elle a eu en face d'elle, au cours des siècles, les diplomaties allemandes, espagnoles, vaticanes, anglaises, russes et américaines, mais elle a été la seule à traverser les siècles et a toujours joué un rôle majeur, soit comme superpuissance, soit comme troisième voie à partir de la seconde moitié du XXe siècle quand les diplomaties russes et américaines ont pris le dessus. Mais aujourd'hui, cela n'est plus. La France a cessé d'être cette alternative possible pour se ranger, se soumettre, s'avilir, diront certains, à la diplomatie américaine. La diplomatie française ne fait plus que répercuter les ordres du secrétariat d'État américain, parfois en aboyant plus fort ou en allant encore plus loin dans l'abject. Et à ce poste, nul ministre plus que Laurent Fabius n'aura abandonné la souveraineté française et ses intérêts. Responsable mais pas coupable, c'est la phrase qui définit le mieux l'homme de l'attentat meurtrier contre le Rainbow Warrior et l'homme de l'affaire du sang contaminé. Il n'assume pas, il fuit ses responsabilités. Comment voulez-vous que les pays étrangers croient en sa parole, croient en la parole de la France qu'il représente ?
La volonté de couper la France de toute relation avec la Russie est pour lui une obsession. Partout où la diplomatie russe tente de ramener la paix et de sauvegarder les populations, Laurent Fabius jette de l'huile sur le feu, quitte à soutenir des terroristes, islamistes en Syrie ou néo-nazis en Ukraine, pour faire tomber les pays dans le chaos quand il n'appelle pas directement au meurtre des dirigeants élus, comme il le fit contre Bachar al-Assad. Que ce soit en Syrie ou en Ukraine, Laurent Fabius est à la diplomatie ce que Nivelle fut au génie militaire, une insulte. Et dans cette phobie, la volonté de récupérer le commerce extérieur sous son contrôle prend alors tout son sens. Il se murmure que peu de temps avant le remaniement, les grands patrons français des entreprises comme Total, Renault ou Auchan, qui ont des relations économiques privilégiées avec la Russie, ont été invités à cesser cette coopération, tout du moins à la réduire et à minima à ne pas la renforcer. Fin de non-recevoir des patrons. Pour des raisons simples, il s'agit de plusieurs milliards d'euros investis en Russie qui du jour au lendemain pourraient être perdus. Heureusement que la Russie veut maintenir un climat de stabilité et de fiabilité propre à une économie moderne, ce que ne fait plus la France. Mais aussi et surtout, il s'agit de plusieurs centaines de milliers d'emplois en France qui sont menacés. La réponse a donc été cinglante. Pas d'ordre à recevoir d'une bande d'incapables qui coule le pays. Une fin de non-recevoir qui se concrétise déjà par la tenue le 24 avril prochain de la 2e édition du colloque France-Russie, organisé par l'Observatoire franco-russe, l'Institut des relations internationales et stratégiques, le MEDEF international et la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Une assemblée riche de diplomates, de parlementaires russes et français, d'industriels, mais pas un seul ministre ou simple représentant du gouvernement. Jamais le fossé entre le pays réel et le pays légal n'a été aussi grand. Et peut-il être encore légal avec une telle illégitimité populaire ? Les guerres récentes menées par les États-Unis, comme en Irak, en Afghanistan ou en Libye, ont concerné des pays qui avaient eu l'incongruité de remettre en question la prédominance du dollar dans les échanges internationaux. Pire, qui avaient ébauché la possibilité d'utiliser d'autres monnaies, quitte à la créer. Les conquêtes de ressources naturelles n'étaient en réalité que des objectifs géostratégiques secondaires dans la guerre économique mondiale en cours, car la priorité demeure la sauvegarde du dollar pour éviter l'asphyxie annoncée du système américain. Les diverses sanctions que tentent d'imposer depuis plusieurs années l'Union européenne et les États-Unis à la Russie, sous diverses raisons, humanitaires et droits de l'hommesque, apparaissent aujourd'hui pour ce qu'elles sont en réalité. Autant de manœuvres de rétorsion pour imposer un système hégémonique dont la Russie est en train de s'affranchir progressivement, montrant ainsi la voie à d'autres nations. Après la chute du communisme, l'économie moderne russe a été entièrement formatée par des conseillers occidentaux qui ont organisé le pillage des ressources nationales. L'anarchie qui régnait alors a permis l'instauration du pouvoir des oligarques jusqu'à la reprise en main de l'appareil d'État en 2000 par Vladimir Poutine. Sous son impulsion, la Russie a retrouvé en seulement 14 ans son rang de puissance internationale et sa population un État protecteur garant des lois. Dans sa divagation prosélyte, l'Empire atlantiste ne tolère pas qu'un autre modèle lui conteste sa suprématie dans un monde redevenu multipolaire. Bien que disposant encore d'un outil militaire qui impose ses intérêts sur tous les continents, les États-Unis souffrent d'une économie à bout de souffle. Sa monnaie est sous réanimation permanente, le billet vert a contaminé l'économie mondiale qui semble ne pas s'en remettre et qui a pris la couleur de sa maladie. La politique de menace et de coercition, en dehors de tout cadre légal, que semble avoir définitivement adopté Washington, risque de hâter le trépas de la monnaie américaine. Devant l'attitude partisane et contradictoire de Washington dans l'affaire ukrainienne, un groupe de députés russes a exhorté les producteurs et les commerçants de pétrole comme du gaz de cesser d'utiliser le dollar américain, ce qui permet selon eux aux États-Unis de tirer bénéfice sans raison d'une production nationale rendant les nations vulnérables aux sanctions occidentales. L'attitude négative et vindicative du bloc atlantiste envers la Russie et la Chine, qui sont généralement dénigrées dans les campagnes de désinformation savamment orchestrées par les médias occidentaux, masque en réalité la crainte de perdre le contrôle des leviers économiques de la planète. Anticipant le déclin économique américain, la Russie a signé un accord bilatéral avec la Chine, lui permettant le paiement en monnaie nationale, le rouble, comme d'autres monnaies alternatives, démontrant ainsi comme envisageable de pouvoir se passer du dollar. Pékin a assuré la valeur de sa monnaie en faisant l'acquisition d'importantes quantités d'or, tandis que des doutes se multiplient sur la politique de la planche à billets, dépréciant sans cesse la valeur réelle du dollar.
Face aux sanctions économiques et juridiques infondées à son égard, Moscou souhaite dorénavant pouvoir à son tour vendre son pétrole, comme son gaz, en roubles et plus tard d'échanger ces roubles contre de l'or. Pour l'instant, seul le dollar est concerné, mais tout laisse à penser que l'euro, préservé jusqu'à présent, subira l'alignement de Bruxelles sur Washington. Le responsable de VTB, la principale banque du pays, Andrei Kostin, a également exhorté la Russie à commencer la transition de l'ensemble des transactions en roubles afin de contourner les caprices des autorités européennes et américaines. Presque concomitamment à l'objectif annoncé par le président Poutine de créer un système de paiement national russe, les systèmes de paiement internationaux, Visa et Mastercard, ont cessé d'assurer leurs prestations dans les transactions des clients de plusieurs banques russes. Malgré les avertissements répétés de nombreux chefs d'État, à l'instar de Vladimir Poutine, la guerre des monnaies risque fort de se retourner contre ses initiateurs et de coûter très cher aux économies occidentales. Le temps est compté et la période de rémission du dollar serait au plus de 10 à 15 ans. C'est ce qui explique certainement l'emballement de la politique menée par Washington et la crispation de l'administration américaine. La nation la plus belliciste de l'histoire moderne, qui n'a jamais hésité à sacrifier des millions de victimes civiles innocentes pour la défense de ses seuls intérêts économiques, est aujourd'hui confrontée à une situation qu'elle a elle-même engendrée. Elle n'en est donc que plus dangereuse dans son aveuglement comme dans son jusqu'au-boutisme. Fait unique dans l'histoire des démocraties européennes, un journaliste est interdit d'entrer dans l'Union européenne, interdit de possession de biens immobiliers et de comptes bancaires en Europe. Une condamnation à mort sociale et professionnelle en quelque sorte. Certains dictateurs africains ont eu droit à plus d'égards que Dimitri Kisseliev, le directeur général de l'agence internationale Rosia Segonia, nouvellement créée. Présentateur vedette de la télévision russe, Dimitri Kisseliev est donc l'unique journaliste à faire officiellement l'objet de sanctions politiques en Europe. Officiellement, car d'autres journalistes ont déjà subi les ravages du politiquement correct. La mise au placard, l'interdiction d'antenne ou l'impossibilité définitive de faire son métier, faute d'employeurs. Mais cela se passait dans l'ombre des couloirs des rédactions sans réelle publicité. Si une raison officielle devait être avancée, il ne s'agissait que de faible audience ou d'inadéquation avec l'ensemble de la grille de programme. Là, il s'agit bien d'une sentence officielle, internationale et notifiée à défaut d'être motivée. Le Comité mondial pour la liberté de la presse, qui protège les droits des journalistes, a pris sa défense. Mais les médias français ne se sont ni manifestés, ni même n'ont relayé l'information. Le pays des droits de l'homme est aux ordres de l'OTAN et les valeurs qu'il défend désormais sont monétaires. Dimitri Kisseliev, dans une interview choc donnée en Russie, puisqu'il n'y a désormais que là-bas que la liberté d'information existe, est longuement revenu sur cette fatwa occidentale. Cette mesure, je cite, concerne tous les journalistes. Si ma mémoire est bonne, c'est la première fois qu'un journaliste est sanctionné au niveau international. Je ne suis après tout qu'un journaliste lambda. C'est l'Europe qui a pris l'initiative des sanctions. Cela témoigne du mépris non dissimulé que les fonctionnaires de l'Union européenne manifestent pour la liberté de parole. C'est un précédent très dangereux et une trahison de fait des valeurs européennes. Si ce précédent est légalisé et si la communauté des journalistes européens, américains et du monde entier ne réagit pas, cela signifie que les journalistes estiment que c'est normal. Il s'agit là d'un tournant civilisationnel radical en ce sens que nous n'avons plus besoin de liberté de parole qui n'a plus aucune valeur. Fin de citation. Étonnant paradoxe qui veut que depuis la chute du rideau de fer, la Russie soit pour la liberté de parole alors que l'Occident ne l'est plus. Dimitri Kisseliev, en tant que journaliste de télévision, fait également remarquer, je cite, qu'en Russie, on peut dire ce qu'on veut, les chaînes de télévision défendent les opinions différentes. L'Internet n'est pas bloqué et il y a une profusion de radios et de journaux les plus divers. Aucune œuvre littéraire n'est interdite, sauf celles qui le sont explicitement par la Constitution. Les extrêmes sont dans la nature des Russes, à tel point que certains s'en prennent même au mot patriotisme. C'est le cas de la présentatrice Ksenia Larina des Échos de Moscou qui dit que ce mot lui donne des nausées. Personne ne songe cependant à lui imposer des restrictions. Fin de citation.
Cette liberté de ton est confirmée par le fait que le ministère des Affaires étrangères ne prendra pas de sanctions similaires. Les journalistes étrangers pourront toujours faire leur métier depuis la Russie, ou plus exactement, ils pourront continuer à vomir leur haine de tout ce qui est russe, comme le font par exemple les envoyés permanents de France 2, du Monde ou du Figaro. Plus caricaturaux qu'eux, c'est BHL. Après, il y a le soleil, comme dirait un certain humoriste de talent français. Pour Dimitri Kisseliev, cette non-réciprocité est normale, car, je cite toujours, « La Russie est moralement supérieure. Nous avons déjà connu des temps où la liberté d'expression était violée en URSS, par exemple sous Staline. Nous avons vécu l'époque du rideau de fer. Et à présent, aussi paradoxal que cela ne paraisse, nous échangeons de rôle. Cela veut dire que la Russie devient simplement le porte-flambeau de la liberté d'expression. D'aucuns peuvent en abuser, comme Ksenia Larina, mais elle le fera librement, en direct, sans craindre des sanctions de la part de la Russie, ni de celle de l'Union européenne. Parce que chez nous, lorsque d'une émission en direct, on peut jouir pratiquement sans restriction de la liberté d'expression, et même en abuser, voire s'exprimer contre l'État ou la patrie. Pour cette raison, les sanctions de l'UE, en réalité, nuisent aux valeurs européennes en Europe même, et non à moi ou à quelqu'un d'autre en Russie. Par cette décision inique, l'Union européenne proclame que la liberté d'expression n'est plus désormais une valeur pour elle. Fin de citation. Le plus déroutant dans cette affaire est sans aucun doute l'absence de réaction des journalistes eux-mêmes. Ils se sont peu à peu accoutumés à n'être que de serviles relais du pouvoir, à travailler pour des marchands d'armes ou des monstres du BTP qui ont besoin de flatter les gouvernements pour obtenir ces marchés publics sans lesquels il ne serait rien. Il n'y a plus de liberté de la presse en France ou en Europe parce qu'il n'y a plus de groupe de presse libre. Et Dimitri Kisseliev d'expliquer, je le cite à nouveau, « On m'appelle de Paris, on me raconte qu'il existe en France toute une liste de personnes à ne pas inviter à la télévision. Même si avant on les voyait souvent passer à l'écran, on les savait être les dominantes culturelles en France. » Fin de citation. Mais la liberté de la presse peut aussi naître de peu de choses. Que l'on mette à notre disposition des locaux sur Paris pour y installer bureaux et studios, et cette liste noire pourrait tout aussi bien devenir la grille de programme de ProRussia.tv. Internet n'a pas de frontières et n'est pas soumis au CSA. Tandis que les médias occidentaux s'évertuent à omnibuler l'opinion publique avec le dossier ukrainien, Washington avance ses pions et surtout ses armées à travers le monde. L'adhésion forcée de l'Ukraine à l'Union européenne grâce au coup d'État qui a renversé le gouvernement légitime n'est en définitive que la dernière étape du projet de neutralisation de l'Europe et de sa transformation définitive en un glacis stratégique face à la Russie. Le fameux traité transatlantique dit de libre-échange, on appréciera l'humour anglo-saxon, que s'évertue à mettre en place depuis des décennies les castes dirigeantes atlantistes à l'insu des populations et avec la complicité des principaux médias, portera pour ainsi dire l'estocade et l'acte de soumission finale aux intérêts américains. En effet, les soi-disant tractations en cours ne sont que de simples réunions techniques visant à parachever l'œuvre d'asservissement de l'Europe avant son intégration définitive dans un empire économico-militaire. L'Europe est digérée et la Russie refoulée. L'ogre américain, dévoreur de peuples, concentre ses forces en fonction de son nouvel axe géostratégique, l'Asie. S'étirant du Caucase à la mer de Chine, le pivot asiatique va donc voir se concentrer les efforts atlantistes dans le but principal de contenir, tout en tentant de les isoler, la Chine et la Russie. La Russie représente, selon les déclarations du président Obama, le principal adversaire des États-Unis, qui voit d'un très mauvais œil l'établissement de l'Union douanière eurasiatique, un véritable pont entre l'Asie et le continent européen qui échappe aux intérêts économiques américains. En effet, l'Inde et l'Afghanistan comprennent les intérêts russes et les soutiennent. L'Iran restera également sous influence russe. Par conséquent, les États-Unis sont confrontés au danger de la création d'un bloc eurasien en supposant que ses membres ont des intérêts communs. C'est pour cette raison qu'ils cherchent à prendre pied dans les territoires tampons, y compris turcophones, situés entre ces centres de pouvoir. Il s'agit de l'Ouzbékistan, de la Kirghizie et du Kazakhstan. Après avoir subi un échec en Crimée, Washington essaye de jouer son jeu en Asie centrale et de faire échouer l'intégration eurasienne. L'objectif principal consiste à empêcher toute alliance entre la Chine et la Russie.
Pour arriver à ces objectifs, Washington cherchera à soumettre les gouvernements locaux, quitte à les changer à coup de révolution de couleur, et surtout à contrôler les sources d'approvisionnement comme commerciales, vitales en particulier pour la Chine. La doctrine anglo-saxonne du containment vise à enserrer les pays ciblés pour réduire leur marge de manœuvre et au final les étouffer progressivement en les obligeant à se retrancher. Il suffit d'observer la disposition géographique des innombrables bases militaires américaines de par le monde et aujourd'hui celle de l'OTAN, pour identifier leurs objectifs en cours. Les situations de tension permanente entretenues à travers les revendications territoriales en mer de Chine ou entre les deux Corées servent surtout de prétexte au redéploiement officiel des forces militaires américaines, déjà très importantes dans la région, et à l'extension du système antimissile américain. Une source au ministère des Affaires étrangères russe a indiqué que, je cite, « l'escalade périodique des tensions dans la région coïncide avec les exercices militaires annuels conjoints entre Washington et Séoul ». Fin de citation. Estimant que la Corée du Nord constituait une menace contre les États-Unis, la stabilité régionale et bien sûr la sécurité mondiale, Washington invite, pour ne pas dire exhorte, les pays membres de l'OTAN à se joindre aux efforts à mener en Asie. Pour tenter de contraindre la Chine, qui est en passe de devenir la première puissance économique mondiale, mais qui demeure subordonnée à ses importations et à son interdépendance économique, les États-Unis brandissent la menace des mêmes sanctions qu'ils utilisent aujourd'hui contre la Russie. Toujours au nom des principes démocratiques, à définition variable, la nomenclatura atlantiste entend ainsi faire d'une pierre deux coups et calmer les prétentions territoriales de Pékin, tout en cherchant à faire fléchir leur soutien apporté à la Russie au sujet de la Crimée. Bien qu'il soit difficile d'évaluer la réponse des responsables chinois à ce stade, l'opinion mondiale partage le triste constat que la diplomatie américaine a définitivement abandonné la légalité internationale pour adopter une posture de cow-boy favorisant l'intimidation et la coercition, ce qui, contrairement aux objectifs recherchés, isole chaque jour un peu plus Washington et ses alliés vassaux. S'attaquer de front à la Chine, qui détient plus de la moitié de la dette du Trésor américain, et à la Russie, puissance militaire de premier rang, laisse à penser que les responsables américains, dont l'économie est en faillite, ont perdu toute emprise sur la réalité. Dans leur volonté de conquête du monde entier et de diviser pour mieux régner, l'empire atlantiste semble au contraire s'isoler progressivement et œuvrer bien malgré lui au rapprochement entre la Russie et la Chine, créant ainsi une nouvelle superpuissance eurasiatique capable de faire disparaître le tigre de papier occidental qui court après son ombre. Les situations politiques et économiques en Ukraine ne cessent de se détériorer. Depuis le changement de pouvoir à Kiev, qui a toutes les caractéristiques d'un coup d'État en raison d'un soutien inconditionnel et aveugle des chancelleries occidentales à ce pouvoir non légitime et non élu, la population ukrainienne paye le prix fort. Millionnaires ou appointés par les services occidentaux, la plupart des politiciens de Maïdan se sentent peu concernés par la hausse des produits de première nécessité ou la ruine de l'économie ukrainienne. Premier volet, le gaz russe. Pour permettre à l'Ukraine de rembourser sa dette pour le gaz fourni par Gazprom, la Russie lui a débloqué un prêt de 3 milliards de dollars uniquement destiné à ce remboursement en intégralité en 2013. Or, à ce jour, à peine la moitié des dettes ont été remboursées. Le prix d'amis sur le gaz consenti par Gazprom à l'Ukraine à la fin 2013, au même moment que le prêt était consenti, était de 268,50 € les 1000 m3. Il a été annulé et ramené au prix conforme au contrat signé en 2009, soit 485,50 € les 1000 m3. On peut difficilement réclamer un prix d'amis à une nation que l'on accuse de tous les maux. Les dirigeants de Maïdan ont beau se poser en victime, c'est leur politique agressive et irrationnelle qui nuisent à la population ukrainienne. Deuxième volet, l'Ukraine vient de refuser de prendre la présidence de la CEI, la communauté des États indépendants, alliance économique qui unit l'Ukraine, la Biélorussie, la Fédération de Russie et l'Arménie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan, la Mongolie et le Turkménistan étant des observateurs. Ce refus de la présidence de l'Ukraine annonce sa sortie programmée dans l'espoir d'intégrer l'Union européenne. Pour le professeur Alexandre Goussev, directeur du Centre du développement stratégique de la CEI,
CEI auprès de l'Institut de l'Europe, la sortie de l'Ukraine de la CEI mettrait probablement une croix sur le partenariat avec la Russie et les autres pays de la CEI. Il a ainsi déclaré, je cite, « Nous avons calculé que compte tenu de la taxe nulle et des assises, l'Ukraine a déjà perdu près de 1,5 milliard d'euros rien qu'en annonçant qu'elle quittait la CEI. Si cette sortie se produisait, alors les pertes de l'Ukraine s'élèveraient à près de 9 milliards d'euros. C'est une somme considérable étant donné la situation économique de l'Ukraine. » Fin de citation. C'est notamment les exportations agricoles de l'Ukraine qui seraient les plus impactées. Dimitri Medvedev, Premier ministre de la Fédération, l'a d'ores et déjà annoncé. Nous serons obligés de réviser les termes de la coopération avec nos collègues ukrainiens dans le secteur agricole et de prendre des mesures de protection du marché agricole russe dans le cadre des procédures de l'Organisation mondiale du commerce. Fin de citation. Il est en effet impossible que l'Ukraine serve de cheval de Troie de l'Union européenne au sein de la CEI. Le politologue Galim Baïtouk estime quant à lui que la CEI ne serait pas affectée par la sortie de l'Ukraine. Il pense en effet que, je cite, « Le pouvoir en Ukraine n'a pas de grande légitimité. Tout a été dit sur le coup de l'émotion et les pourparlers avec le gouvernement pourraient commencer après l'arrivée d'un dirigeant posé. Aujourd'hui, on ignore avec qui il est possible d'établir un dialogue. » Fin de citation. Un avis partagé par le président bélarusse Alexandre Loukachenko qui déclare, je cite, « La sortie de l'Ukraine affecterait la CEI mais pas de manière létale. La démarche de Kiev est déraisonnable et irréfléchie. La tribune qu'offre la CEI aurait pu être politiquement utile à Kiev, au moins pour faire entendre sa position. » Le problème est que la crise ukrainienne déborde désormais ses frontières. Les services de sécurité ukrainiens ont arrêté 15 personnes soupçonnées de préparer des attentats terroristes dans la région de Lugansk, à 860 km au sud-est de Kiev. Le département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères avait mis en garde contre les activités des membres du groupe ultranationaliste Pravi Sektor, secteur droit. Un membre de ce groupe néo-nazi a ainsi ouvert le feu sur la foule, à Kiev. Lors de l'arrestation des 15 terroristes au sud du pays, les agents du FSU ont saisi 300 fusils d'assaut, un lance-grenade anti-char, 5 pistolets, des cocktails Molotov et un grand nombre d'armes à feu à canon lisse ainsi que d'armes blanches. Alors, il n'est pas sûr que si les seules exportations que puisse proposer l'Ukraine se résument à des terroristes, la Fédération de Russie et les pays membres de la CEI ne se contentent des bonnes paroles des chancelleries occidentales. Ainsi s'achève notre édition. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain puisque votre soutien financier apporté cette semaine nous le permet. Nous vous tiendrons informés des évolutions concernant ProRussia.tv sur notre site. Un bandeau sur la page d'accueil vous donnera les démarches à suivre pour nous soutenir. Et n'oubliez pas que l'heure la plus sombre précède toujours l'aurore.